Bonjour, amiral Coustillère. Bonjour Pierre. En un mot, qu'est-ce que le cyber et comment est-il déjà un espace d'affrontement où toutes les formes de violence sont employées? Le cyber, c'est un mot de jargon. Derrière le cyber, c'est le monde numérique. Cet espace numérique qui est né de l'informatique et qui a pris son indépendance et qui permet à tout le monde de parler, pouvoir te parler à tout le monde à travers l'Internet. Et cet espace est devenu une zone de combat, une zone de contestation, avec toutes sortes de manifestations. Ça commence avec de la contestation, ça peut continuer avec de la désinformation. Après, il y a tout ce qui est les arnaques que l'on voit aujourd'hui, toutes les attaques en cybercriminalité. Et puis, depuis le début des années 2000, les différents États ont exprimé à travers cet espace leur puissance. Et vous avez effectivement les armées qui s'y sont intéressées depuis les années à peu près les années 2000, depuis les années 2000. Et l'OTAN, pour toutes les armées, c'est devenu un nouvel espace de combat à côté des espaces terrestres, le premier, ensuite le maritime et enfin l'espace aérien. Et c'est un espace qui ressemble beaucoup à l'espace maritime puisqu'il permet de transporter de la connaissance, transporter la richesse. Et on peut faire des différentes analogies. Ce qui est intéressant, c'est les grandes compagnies maritimes qui ont fait la richesse du XVe siècle. Aujourd'hui, vous avez les grandes compagnies numériques comme les GAFA, mais il y en a aussi dans le monde chinois, qui sont un vecteur de commerce, un vecteur de richesse important. Amiral Coustillère, prenons le temps de mettre en perspective la cyberguerre. L'Internet se déploie dans de nombreux pays à partir des années 1995-2000. Quand et où apparaissent les premières doctrines puis les premiers emplois de la cyberguerre? Je dirais dès le début des années 2000, les premiers écrits, principalement de l'OTAN et principalement américains, sur la guerre informationnelle, c'est les années 2000, entre, je vais dire, 2000-2003. Et en France, les premiers travaux conceptuels sur la mise en place d'une chaîne de cyberdéfense étaient dans les années 2000. Et avec une chose qui est la cyberdéfense, quoi, le côté défensif. Là, c'était assez carré, c'était assez clair. Donc, ça a été déployé au sein du ministère des Armées. Et le premier centre défensif, c'était 2003. Sur le côté offensif, la maturité était au niveau militaire, n'était pas à bon niveau. Notamment, comment inscrire une action offensive qui va attaquer un ennemi dans une planification d'opération. Faire des actions de hacking, à partir du moment où vous avez quelques ingénieurs Bac+5 un peu originaux, vous savez faire de l'acte de hacking. Donc, c'est par contre l'intégrer dans des processus opérationnels très contrôlés, avec des dégâts collatéraux, avec le respect du droit des conflits armés et ainsi de suite, c'était beaucoup plus complexe. Donc, ce sujet-là, en France, est resté tabou jusqu'au livre blanc de 2008, où ça a été réouvert. Ce que je décris en France, vous l'avez eu dans beaucoup de nations occidentales, typiquement la création du cybercom américain, ça a été 2009-2010. La création du logé cyber français, ça a été 2011. J'ai eu la chance d'être ce premier officier général à la cyberdéfense. Et pendant les 3 années précédentes, j'étais chef de projet cyber pour le ministère des Armées. Ce que je vous décris en France, vous l'avez eu en Angleterre aussi. Vous avez eu des doctrines russes, des doctrines chinoises sur la guerre totale et l'utilisation de cet espace numérique pour aller attaquer votre ennemi. Alors, à propos d'attaques, quelles sont les grandes attaques, les grandes opérations qui restent en mémoire? Voilà, avant d'aller dans les grandes opérations, pour être assez didactique, vous avez 2 types d'attaques. Vous avez les attaques par saturation, c'est-à-dire vous posez des questions à un système informatique jusqu'au moment où il n'arrive plus à répondre. Donc il tombe, il s'arrête. Mais quand vous arrêtez de lui poser des questions, il refonctionne. Ça s'appelle les attaques DDoS en jargon par saturation. Sinon après, vous avez les attaques par pénétration. Donc vous rentrez dans un système de façon non autorisée. Vous en prenez plus ou moins le contrôle, soit pour extraire l'information ou faire de l'espionnage, soit pour le perturber, soit pour le détruire. Et c'est ce qui est le plus compliqué à faire, mais aussi ça demande souvent pour rentrer dans le système une petite complexité, une petite complicité de quelqu'un. Donc c'est tous les mails piégés que l'on voit, parce que l'attaque informatique, elle peut servir les États, mais elle sert surtout aujourd'hui et de façon massive les cybercriminels. Si on revient sur le côté plus géopolitique, la première grande attaque qui a marqué les esprits, c'était 2007 en Estonie, par des partisans russes qui ont démonté une statue, qui ont réagi plutôt au démontage d'une statue. Et ça a été la première attaque
qui a neutralisé le système bancaire de l'État estonien pendant environ 3 jours. Et c'est à partir de ce moment-là où l'Estonie est devenue un peu une locomotive au sein de l'OTAN et a fait de la cybersécurité, la cyberdéfense, sa principale contribution. 2008, vous avez eu des opérations en Géorgie dans la partie russe, d'accompagnement des opérations russes. Après, vous passez très rapidement vers 2010. Vous avez eu la révélation Stuxnet, où les États-Unis qui accusaient la Chine de tas d'opérations d'espionnage, dont on a vécu aussi en France, avec l'affaire Areva en 2010. C'est un réseau d'Areva qui était pénétré depuis au moins plus de 3 ans. C'est-à-dire que toutes les données du réseau d'Areva étaient exfiltrées, étaient partées vers la Chine. Il y a eu des communications à l'époque. Et avec la révélation Stuxnet, on s'est aperçu que notre allié américain espionnait. Espionner, y compris ses partenaires. Bon, espionner ses partenaires, c'est déjà dans Sun Tzu, donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais surtout, ce qui a été un traumatisme, c'est l'industrialisation de la façon dont la NSA espionnait tout le monde, et notamment travailler dans ce qu'on appelait l'infrastructure. Donc ça, c'est une révolution très intéressante. Très intéressante aussi, c'est Edward Snowden est apparu en Russie, alors qu'avant, la Russie, sur la partie cyber, était un petit acteur, n'était pas vraiment dans le concert mondial. Donc du coup là, on s'est retrouvé dans un concert mondial avec la Chine, les États-Unis et la Russie. Et Snowden, vous pouvez rappeler qui? Snowden, c'est un lanceur d'alerte américain qui avait été employé par la NSA et qui a révélé tout un certain nombre de données et qui a surtout aussi mis en ligne des tas d'outils, y compris de la NSA, qui ont pu être réutilisés par des hackers ensuite. L'une des particularités de cet espace numérique et du hacking, c'est qu'à partir du moment où vous avez un malware, un outil informatique néfaste, à partir du moment où il est démonté, il est le bien commun de l'ensemble des hackers. Donc c'est un espace qui est marqué par beaucoup d'emplois et par beaucoup de prolifération. Et qui est un espace dans lequel vous avez, je vous ai dit tout à l'heure, des cybercontestations comme Anonymous, par exemple, qui m'a exercé il y a quelques années. Et à l'autre extrémité du spectre, vous avez des groupuscules qui sont liés à des services de renseignement. On accuse très souvent la Russie d'avoir des équipes de hackers russophones qui sont plus cybercriminels le jour et corsaires la nuit. Amiral Coustillère, Internet, c'est aussi un espace global où se développent de nombreuses formes de compétition économique. Quels sont les enjeux et les principaux acteurs? Oui, et ce sujet est un sujet qui monte très fortement en force aujourd'hui, parce que le monde de l'Internet a permis de développer des tas de façons de traiter les données, de tas de façons de développer extrêmement rapidement des systèmes informatiques qui ont permis la performance et le développement de quasiment tous les grands groupes. Et tout. Donc là, c'est tous les opérateurs américains comme Microsoft, Amazon, Google, qui offrent des services informatiques extraordinairement efficaces. Mais la contrepartie, c'est que à une époque, on achetait de la technologie, on achetait un logiciel qu'on exploitait sur ces réseaux. Or que là, avec la montée vers les clouds, vous confiez vos données à ces partenaires. Et là, la difficulté, c'est que ces partenaires ne sont pas sous droit européen. Donc, et quand vous choisissez un partenaire, vous choisissez en général un partenaire pour pas mal de temps, 10, 15 ans, et vous avez beaucoup de mal à en sortir. Donc, ce sujet, qui était un sujet économique de dépendance technologique, est devenu de plus en plus un objet de souveraineté. Souveraineté pour les entreprises, souveraineté pour les États, d'où le besoin de définir ce qu'on appelle une voie d'autonomie stratégique. Parce que la souveraineté, ça voudrait dire revenir en arrière. Aujourd'hui, c'est pareil, très compliqué. Par contre, la souveraineté numérique, qui rejoint la souveraineté, l'autonomie stratégique numérique, qui rejoint un peu l'autonomie stratégique nucléaire, qui est de considérer que face à des gens qui sont bien plus puissants que vous arrivez à retrouver une voie d'autonomie. C'est quelque chose qui aujourd'hui est devenu un sujet politique, puisque depuis 2018, on a eu un certain nombre de sénateurs et de députés qui ont fait des rapports. Et depuis 2018, vous avez eu toute une série de mesures où la France en Europe a été plutôt moteur pour essayer de trouver un chemin à cette souveraineté numérique et avoir des endroits où les données des citoyens français restent sous cadre juridique français, qui paraît quand même une évidence. De bon sens. De bon sens et
Et je pense que tous les citoyens sont choqués quand ils apprennent que leurs données de santé qu'ils confient à l'État français, à des médecins français, et qui sont mis sous cadre juridique américain. C'est quoi le problème d'être sous un cadre juridique américain? Le cadre juridique américain, ça permet à des services administratifs américains d'avoir accès à ces données, de pouvoir faire des réquisitions auprès des grands opérateurs, bien sûr dans des cadres juridiques légaux, mais aussi dans d'autres cadres. Quasiment toutes les lois américaines sont extraterritoriales depuis les années 2001. Elles ont commencé très souvent par des lois sur le terrorisme et qui sont devenues extraterritoriales, y compris sur la concurrence, y compris sur la corruption. Bon, je vous envoie simplement aux affaires Alstom et au livre de mon camarade Pierucci, qui s'appelle Le piège américain, qui montre la violence avec laquelle l'administration américaine est capable de réagir dès qu'il faut défendre les intérêts des États-Unis. Les États-Unis étaient un pays allié jusqu'à peu de temps, mais qui, depuis des années et des années, défend ses intérêts, quelle que soit la couleur de l'administration. Et même le président Mitterrand, donc ça remonte quand même à un certain nombre d'années, disait dans un livre d'interview, nos amis américains nous mènent une guerre à mort, mais une guerre sans mort, en parlant de la guerre économique. D'où l'intérêt que les données françaises, pour prendre ce cas-là, ou de l'Union européenne, soient hébergées sur des serveurs français ou de l'Union européenne. C'est plus vicieux que ça, parce que c'est pas vos données peuvent être en Europe. S'ils sont sur des serveurs qui appartiennent à un clouder américain, ils sont sur l'extraterritorialité de la loi. Donc, c'est à la fois le fait qu'ils soient en Europe, bon, c'est mieux, effectivement, mais c'est surtout le cadre juridique qui est là. Donc, c'est ça qui me paraît, moi, le plus important dans cette prise de conscience. Est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave? Ça va dépendre de chaque organisation de le décider. Quand vous êtes une société, même si vous êtes française, multinationale, dont la moitié de votre R&D est financée par l'État américain, vous n'avez pas le même autonomie stratégique numérique que quand vous vous appelez Thales, Naval Group, ou que vous êtes une collectivité française. Amiral Coustillère, le cyber est un espace où les tensions défient en premier lieu les démocraties. Pourquoi et comment? En fait, il faut comprendre que cet espace numérique, entre les premiers temps d'Internet qui était très ouvert, qui était un bien commun, qui devait apporter de la richesse et qui était l'outil d'une mondialisation heureuse, a rencontré très vite, au bout d'un moment, les besoins de puissance des différentes nations, et notamment de celles des autocraties, qui n'ont pas les mêmes comportements qu'une démocratie. Donc, vous avez eu deux mouvements qui se sont combinés. D'un côté, une sorte d'éclatement de l'Internet avec des autocraties qui referment l'Internet pour en faire en gros des intranets, donc des internets privés. Donc, le premier lieu, c'était la Chine. La Russie, qui crée son Russonet, est en train de le faire. Donc, vous avez un déséquilibre. D'un côté, un Internet ouvert dans les démocraties, où tout le monde peut venir, tout le monde peut naviguer. Et de l'autre côté, des Internets fermés, qui servent de plus en plus souvent au contrôle de la population. Donc, quand vous êtes dans un domaine où vous pouvez faire des attaques informatiques en phase de crise, puisque l'arme informatique est bien adaptée à la crise, on l'a bien vu dans la guerre en Ukraine, même si les actes informatiques accompagnent la campagne militaire, la propagande a commencé en 2011 et les attaques informatiques, les phares, elles étaient quasiment de 2017 à 2014 à 2022. Et l'arme informatique est parfaite dans une phase de crise, de tension, pour aller, en restant en dessous d'un seuil de violence, déstabiliser un partenaire en attaquant ses hôpitaux, en attaquant tout ce qui est distribution d'énergie, distribution de pétrole. Il y a quelque temps, encore 1 ou 2 années, on a vu un certain nombre d'exemples où aller faire de l'ingérence à l'intérieur des élections, comme on a pu le voir en 2017, aussi bien en France qu'aux États-Unis, ou alors utiliser cette arme informatique dans la partie propagande, comme on l'a vu très fortement à partir de 2014 avec son utilisation par Daesh. Donc, comment Daesh utilisait ? Donc vous avez un déséquilibre entre les deux. Daesh, qui est intéressant, c'est que Daesh a existé à partir de 2014. Daesh comptait appliquer la théorie du chaos via l'espace numérique,
en appliquant des doctrines qui ont été en gros élaborées par Al-Qaïda dans les années 2009, et que vous trouvez dans des magazines, qui n'est pas un magazine, mais un livre qui s'appelle Le management de la sauvagerie, qui il y a quelques années était en vente encore en France, avec des mises en place d'unités des informations, des unités cyber, qui s'appellent des Katibat, donc au sens des droits des conflits armés, quelqu'un qui participe directement aux opérations, et avec l'utilisation de la violence, l'utilisation de la propagande, avec des standards très élevés, sortant de films de terreur ou de musique très envoûtante, avec d'un axe l'utilisation de cette terreur pour neutraliser les combattants. Typiquement, vous envoyez des SMS et des photos de gens égorgés aux militaires ou aux policiers la veille de prendre contrôle d'une ville. Donc, ça fait tomber un peu la force morale et l'ardeur au combat. De l'autre côté, vous envoyez des actes de propagande avec des magazines comme Dabiq ou des reportages, des films vers l'Occident, pour faire venir au Cham, à la terre promise, un certain nombre de combattants. C'est comme ça qu'ils recrutaient. Et les francophones étaient le troisième contingent. Et puis derrière, dernière chose, vous avez par vos musiques, par vos publications, vous radicalisez un certain nombre d'individus qu'on a appelés des loups solitaires, qui en fait n'étaient pas vraiment solitaires, puisqu'ils étaient reliés à Daesh à travers cette propagande. Et le jour où la personne se sent un petit peu plus mal à l'aise, elle passe à l'acte et elle va égorger son voisin, son patron, et des actes comme ça. On en a vu un certain nombre en France, y compris des jeunes qui, sortant d'une soirée où ils avaient fumé, ils avaient bu et tout ce que l'on veut, poursuivis par la BAC, se sont dit on va finir en martyrs, et ils ont été faire des attentats à Orly, où ils ont été tués par une patrouille pas de Vigipirate mais du Sentinelle. Ce qui montre qu'Internet, qu'on pense souvent virtuel, a en fait une matérialité. Non, et dans l'arme cyber, le propre de l'arme cyber, c'est d'utiliser cet espace virtuel comme étant un espace de messager pour, in fine, provoquer des effets là où l'homme vit, donc vraiment dans le monde réel. Quand vous attaquez un hôpital, quand vous faites tomber un système d'information, vous donnez des données, très vite vous avez des effets dans le monde réel. Et c'est ça qui fait que la crise cyber est quelque chose de particulièrement vicieux. C'est qu'à partir du moment où on perd un système d'information, très vite, il y a des difficultés. Typiquement, je crois que le conseil de la région PACA, ville de Marseille, qui a perdu son système d'information suite à une attaque, et donc ne pouvait plus délivrer de permis d'inhumer, ne pouvait plus délivrer de place pour savoir à quel endroit il fallait enterrer les gens dans les cimetières, d'où derrière des problèmes dans le monde réel très 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 clairs à organiser et assez vite. Amiral Coustillat, nous sommes au début seulement de la deuxième présidence de Donald Trump. Quels sont les effets en matière de cyber? Est-ce que l'Union européenne est à niveau pour faire face? Je pense que l'arrivée de Donald Trump et surtout sa méthode provoque une espèce d'image de sidération. Moi, dans ma carrière, je l'ai eu plusieurs fois. Une première fois, je l'ai eu pendant la guerre du Golfe, parce que j'étais en mer et j'ai reçu le message, la guerre du Golfe, les chasseurs sont partis pour commencer à... Donc, quand on a 25 ans ou 28 ans, que vous, dans la mer, que vous comprenez que la guerre a commencé, ça choque. Deuxième fois, je l'ai eu face au Twin Tower, en voyant, et on comprend que le monde est en train de changer. Le monde a changé. Et pour moi, c'est ça l'élection de Trump et la façon dont il se comporte. Le monde a changé. Vers où on va aller, je n'en sais rien. Et en fait, pour moi, il y a un peu trois révolutions. La première, c'est dans la méthode. La finalité, que ce soit les démocrates ou les républicains, la défense des intérêts des États-Unis, y compris dans le numérique. La méthode est différente, mais c'est un peu pareil. Sauf que Trump entretient une certaine violence, l'incertitude. La deuxième chose, c'est les GAFA, c'est la Silicon Valley, qui a tourné Kazakh sur toute la régulation du net, surtout un peu l'éthique dans le net et la déontologie dans l'utilisation des données, de l'IA. Et tout ça, ça sort d'une d'idéologie qui est montée depuis une dizaine d'années, avec ses gourous, avec ses écrits. D'ailleurs, il y a une revue qui s'appelle Le Grand Continent qui est en train de décortiquer toute cette idéologie. Et c'est une idéologie qui est à la fois extrêmement conservatrice d'un côté, et de l'autre côté qui est extrêmement libertaire, avec une libéralisation de l'Internet et surtout l'exploitation des données pour créer de l'argent et créer une race nouvelle. Donc ça va très très loin. Et puis troisième rupture,
c'est que le président Trump, tout seul quasiment, ou avec ses alliés, a renversé en quelques jours les alliances qui étaient toutes celles qu'on structurait, je veux dire, le XXe siècle, y compris avant la guerre de 14. Et on est revenu à une position des Américains qui est celle un peu du gros bâton. Et voilà, donc ces conjonctions des trois choses montrent qu'on a changé de monde. Poutine est devenu quelqu'un de fréquentable. Donc finalement, on a un peu l'impression qu'on a trois autocraties qui se mettent à regarder. Et puis au milieu, une Europe démocratique, une Europe qui a des valeurs, une Europe qui a un modèle social qu'elle croyait partager avec une grande partie de la société américaine. Et puis ce n'est plus vraiment tout à fait le cas. Donc on est dans un monde d'incertitude. Et le numérique, dans ce monde d'incertitude, est le premier espace où les grands blocs vont se confronter avec un mélange de guerre culturelle, de guerre économique, de guerre géopolitique, de guerre politique. Et on est face à cette incertitude aujourd'hui. Et concrètement, on fait concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Que l'Europe arrive à parler d'une seule voix, ce qu'elle a commencé à faire, y compris pour son réarmement, mais il y a un volet numérique dans son réarmement, la reprise en main des données et un certain nombre de retrouver qu'au niveau de l'Europe se mettre d'accord pour arriver à avoir une certaine forme d'autonomie stratégique qui passe bien sûr par des entreprises en matière d'IA, en matière de quantique, mais aussi en matière d'infrastructure. Parce qu'avoir des super startups qui, si elles sont hébergées chez un AWS ou ailleurs, elles sont sous l'autorité et sous des déclarations voilà. On pourrait très bien imaginer que le président Trump prenne un décret décidant que, comme maintenant le nouvel axe de développement américain, ça sera la santé. Et toutes les données de santé de tous les citoyens du monde présents dans des cadres juridiques américains sont accessibles librement à l'ensemble des entreprises. Mais ce que je dis là peut vous choquer, mais c'est ce qu'a fait le Doge sur les données de santé des Américains, où ils ont été quasiment pas les voler, oui, quasiment les voler, les prendre sous contrôle au sein des administrations pour les mettre à disposition des GAFA. De certains GAFA, du moins ceux qui sont choisis. Et dans les GAFA, il y en a un aujourd'hui qui essaie de résister. C'est amusant parce que il faut voir d'où viennent les grands GAFA, les Amazon, les Google, qui viennent plutôt d'un monde un peu idéologique ou d'un monde des affaires, par rapport à Microsoft, qui vient plutôt du monde de l'entreprise. Voilà. Donc leur comportement, leur suivi par rapport à MAGA tient aussi de leur histoire. Amiral Coustillard, pour en savoir plus au sujet du cyber, quelles seraient là où les ressources que vous pourriez nous conseiller? Sur le volet géopolitique, moi je vous renverrai vers la revue Grand Continent. Je vous renverrai aussi vers les sites du centre de recherche qui s'appelle GEOD, qui dépend de l'Institut français de géopolitique et de Paris 8. Dont l'URL est geode.science au singulier. Voilà. Sur le côté plus militaire, je pense que les meilleurs documents ont été écrits par un colonel qui s'appelle Bertrand Boyer, cyberstratégie, cybertactique. Pour les livres un peu, pour voir où on va, d'où on vient, Monsieur Goldschmidt a écrit des livres très intéressants qui ont d'ailleurs influencé les Israéliens quand ils ont créé leur vallée cyber. Vous-même, voilà. Vous avez Pôle Excellence. Oui, voilà, oui. Bon, après, on a le pôle d'excellence cyber qui a écrit. Bon, j'ai écrit aussi un livre qui raconte la création de la cyberdéfense. Il y a pas mal d'écrits en ce moment qui ont été sortis par pas mal de gens qui donnent une certaine visibilité. Avec Colomb pour la désinformation, un journaliste du Monde qui a écrit un livre assez large sur la cyberdéfense. Je pense qu'il y a pas mal d'écrits. Un dernier mot pour les gens qui ne sont pas des techniciens, je pense que des revues comme Grand Continent ou Diplomatie sont des bonnes portes d'entrée. Un dernier mot sur les cadettes de la cyber. Quelle est la mission? Cadettes de la cyber, c'est un petit projet, un projet qui est assez emblématique, puisqu'il manque de femmes dans l'espace numérique. C'est pour montrer qu'on peut être femme et être passionné par le numérique. Donc on sélectionne tous les ans entre 10 et 15 étudiantes, soit en école d'ingénieur, soit en école plutôt de sciences sociales, des Sciences Po, des étudiantes de géopolitique. On les fait parrainer par des hautes autorités de la cyber nationale. Et de l'autre côté, on leur apporte une certaine de formation sur les savoir-être
cours d'expression, ces séances d'aguerrissement. Et en contrepartie, on leur demande de témoigner dans les écoles, dans les classes de première, pour montrer que il y a vraiment quelque chose de passionnant et que la cyber, c'est une aventure extraordinaire qui n'est pas réservée aux techniciens, quoi. Il y a énormément de travaux, de géopolitique, de réflexion, de cadres juridiques sur tous ces sujets. Merci, Amiral Coustillère. Un grand merci également à Guillaume Nougaret. Planisphère recevait Arnaud Coustillère, vice-amiral d'escadre. Il a été notamment au ministère des Armées, comme cyber de 2011 à 2017 et DGNUM de 2017 à 2020. Il est aujourd'hui président du pôle d'excellence cyber. Chères auditrices, chers auditeurs, à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Planisphère.